Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler en fait de tout ce que à l'époque où je me découvrais autiste ou même un petit peu après, tout ce que je n'osais pas dire à mes proches. Alors je dis quand j'ai découvert mon autisme mais même avant en fait et surtout avant en réalité. Je sais pas pourquoi j'ai précisé que c'était au moment de mon diagnostic parce qu'en fait c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui reflète la réalité. Donc tout ce que j'osais pas en fait dire à mes proches parce que c'était trop honteux pour moi ou que c'est un truc que je voulais pas oser sortir ou ce genre de choses qui aujourd'hui c'est des choses qui me posent plus du tout problème en termes de communication, mais à l'époque c'était vraiment la méga honte. Et en fait mon objectif avec cette vidéo il est double, c'est déjà que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et que non c'est pas la honte en fait. C'est-à-dire que plus on va avoir honte de soi, moins on va communiquer, plus ça va être difficile aussi de dépasser ces difficultés. Et donc je pense que voilà, peut-être que si vous entendez quelqu'un d'autre qui peut éventuellement vous ressembler un peu, qui vous dit qu'en fait il a vécu exactement la même chose, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être pas forcément de raison d'avoir honte. Et le deuxième objectif de la vidéo, c'est évidemment de vous donner des conseils par rapport à tous les éléments qu'on va aborder dans la vidéo. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir des conseils sur la vie avec l'autisme, avec la différence, etc., n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, c'est le premier lien dans la description. Toutes les semaines, 2 semaines, etc. J'ai fait une pause dernièrement, mais on est de retour les amis sur la newsletter. Je vous envoie comme ça des conseils desquels vous pouvez vous désinscrire à tout moment si ça vous saoule. Voilà, il n'y a aucun engagement nécessaire. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. Alors, on va commencer direct avec la vidéo les amis, on va pas faire une intro qui dure 3 plombes. Et le premier truc qui me faisait vraiment plus ou moins honte quand j'étais ado, c'est que je ne comprenais pas en fait tous les sous-entendus à caractère intime. Quand je dis intime, évidemment, c'est pour ne, voilà, évidemment, je voudrais utiliser d'autres mots, mais j'ai pas envie de me faire démonétiser. Mais vous voyez tout ce qui, est dans la sphère intime, charnelle, etc. Voilà. En fait, je n'y comprenais rien. En fait, je n'y comprenais rien parce que c'est un monde où il y a beaucoup d'images, de métaphores, de sous-entendus, etc., etc. Et comme quand j'étais ado, je m'y intéressais pas du tout à tout ça parce que moi, j'étais dans mes intérêts spécifiques, etc. Je m'intéressais pas du tout à ce qui intéressait mes camarades ados à l'époque avec des hormones en effusion, voilà. Ça se dit ça, hormones en effusion, en profusion, non, je sais pas, non, ça doit pas exister. Enfin bref, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. En gros, je comprenais rien, quoi. Et quand il y avait des blagues sur ce sujet-là, des gros sous-entendus ou des mecs qui me draguaient, ou que tout d'un coup tout le monde avait un gros fou rire parce que j'avais probablement dit un truc qui pouvait être interprété d'une telle ou telle manière, voilà, de façon un peu gênante. Enfin bref, j'y comprenais rien en fait. Et à chaque fois qu'il y avait des situations où j'étais la seule à pas comprendre, en fait jamais j'osais dire du coup j'ai pas compris, etc. parce que c'était un petit peu la honte. Donc voilà, et ça évidemment là je parle de cette thématique là, mais quand on est autiste il y a plein de situations où on peut être le seul à ne pas comprendre, que ce soit juste les blagues de base où il y a des sous-entendus, etc. Ça peut être un peu tous les domaines, là j'ai juste parlé du domaine le plus gênant. Voilà, mais les amis, franchement, si maintenant je vais vous donner un conseil, si vous êtes le genre à pas comprendre les trucs comme ça qui sont imagés ou qui ont un caractère particulier, vous comprenez pas, le mieux, enfin vraiment le mieux, hein. Conseil de grande sœur les gars, bon je parle pas évidemment à ceux qui sont plus âgés que moi, mais pour ceux qui seraient plus jeunes et qui auraient le même problème, l'autodérision les gars c'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire que moins vous allez vous prendre au sérieux dans votre non-capacité à comprendre les sous-entendus, mieux c'est, voilà, rigolez un maximum de vous-même et voilà, dites-le ouvertement, dites voilà écoutez les gars, vous allez probablement vous foutre de ma gueule mais moi je comprends pas du tout les sous-entendus de ce type-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer les gars, ce que je comprends pas du tout. Et aujourd'hui, voilà, je le dis vraiment avec méga humour et en fait, ça fait rigoler les gens et après on discute et voilà, il n'y a pas de problème les gars. Donc voilà, ça c'était mon conseil par rapport à ça. Deuxième truc qui était vraiment gênant et pour le coup encore aujourd'hui, j'en ai un peu honte et tout, c'est que quand j'étais ado, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais dans le cadre de celle-là, je vais en reparler. Voilà, mais quand j'étais ado, j'avais une admiration malsaine pour mes profs. Alors quand je dis malsaine, c'est pas du tout, j'avais pas de désir charnel pour mes profs ou quoi, c'était pas du tout ça. Mais en fait, j'étais très intéressée par les matières qu'on nous enseignait à l'école, j'avais des intérêts spécifiques sur certaines des matières. Et en fait, mes profs, pour moi, ça représentait le savoir en fait sur ces matières-là. Et du coup, je les admirais profondément. En fait, je les admirais profondément. Je voulais toujours parler avec eux. Je voulais être leur préférée. Enfin, j'étais vraiment
J'étais vraiment la tête à claque qui était toujours au premier rang parce que voilà, j'avais une admiration délirante voilà, j'avais une admiration pour mes profs. Et évidemment, quand on est ado, au lycée, c'est un peu la honte d'être comme ça, quoi. C'est un peu la honte, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui était vraiment gênant, c'est que je savais pas le dissimuler. Et aussi, je pensais être la seule à admirer comme ça mes profs. Et en fait, en étant devenue adulte, aujourd'hui, j'ai une camarade qui est prof, qui a mon âge et qui est devenue prof d'anglais en fait. Et c'est très intéressant parce que je lui parlais de ça. Et elle m'a dit, écoute mes anges, en fait, t'es pas du tout la seule. Moi, j'ai plein d'élèves qui m'admirent. Mais la différence entre ces élèves-là et moi, c'est que moi, je le cachais pas vraiment. Je me rendais pas compte à quel point c'était inapproprié, voilà, de coller aux profs comme ça, voilà, de les admirer autant. Et du coup, je cachais pas du tout en fait cette admiration. Et c'est ça qui faisait que les gens me regardaient avec beaucoup de jugement. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres élèves qui vivaient la même chose que moi, qui admiraient leurs profs, mais juste eux, ils vont avoir la discrétion. En fait, ils vont faire, voilà, comment dire, dissimuler en fait leur admiration pour pas paraître voilà, le premier de la classe tête à claque, être toujours au premier rang, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un des trucs un peu honteux de mon histoire, de mon passif. Voilà, que j'ai envie aussi de raconter voilà, dans cette vidéo. Alors si j'avais un conseil à vous donner, si par exemple vous êtes maladroit dans vos relations avec les gens, que ce soit amoureuse, amicale, ou que je sais pas, vous admirez quelqu'un et voilà, vous avez l'impression que votre comportement est inapproprié, et tout ça, je pense qu'il n'y a pas 15 000 possibilités. Pour moi, il y en a deux. La première, c'est d'avoir un avis extérieur d'une personne qui est vraiment là pour vous aider, typiquement un psychologue, voilà. Voilà, typiquement, vous avez je sais pas, vous êtes un garçon, pardon, vous êtes attiré par une fille, et vous savez pas trop comment aborder le truc sans être gênant, etc. Franchement, demandez à un psy spécialisé dans l'autisme, vous dites, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que je suis trop maladroit en amour, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire pour ne pas être gênant. Bref, demandez un avis extérieur. Et deuxièmement, deuxième truc, moi c'est ça qui a marché sur moi, hein. Moi j'avais pas de psy à l'époque, hein. Mais ce qui a marché sur moi, c'est vraiment d'observer comment font les gens. Alors, j'allais donner un conseil hyper con, mais en fait, j'ai aussi beaucoup appris en regardant dans les films, voilà. Et je sais que les films, c'est pas la réalité, voilà. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses, notamment dans les métaphores aussi, qu'on comprend pas forcément. Je les ai aussi appris beaucoup en regardant beaucoup de films. Et voilà, donc c'est pas forcément le meilleur conseil, parce qu'évidemment que les films, ça représente pas la réalité et tout. Mais n'empêche, n'empêche que j'ai quand même appris beaucoup de choses, voilà, par ce biais-là. Mais sinon, juste l'observation du réel, voir comment font les autres et me dire, ah ok, qu'est-ce qui diffère entre mon comportement et le comportement des gens que j'ai devant moi, en fait, tout simplement. Donc voilà. Alors ensuite, je regarde mes notes parce que je me souviens plus de ce que j'avais, voilà. Alors ensuite, autre truc honteux, voilà, que je n'osais pas vraiment dire aux autres, que je n'osais pas du tout dire en fait aux autres à l'époque, c'est que en fait, avant d'aborder une personne que je connaissais pas, ou aborder même une personne que je connais, mais voilà, de façon un peu imprévue, parce que j'ai besoin de lui demander quelque chose, etc., en fait, j'étais obligée dans ma tête de répéter, comme une répétition de théâtre, comment j'allais aller l'aborder. Donc je fermais les yeux, je me disais, ok, j'arrive devant elle, je fais bonjour sur ce ton-là, ok, d'accord. Ensuite, je laisse passer un silence de 2 ou 3 secondes. Ensuite, je lui dis, excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais est-ce que je peux vous emprunter tel matériel? Ok, non, c'est pas bon comme ça. Enfin bref, j'avais une répétition comme ça de théâtre dans ma tête avant d'aborder les gens. Fort heureusement, et si ça peut vous donner espoir, franchement, je vous le dis quand même, aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur d'aller aborder les gens. J'ai vraiment acquis des automatismes comme ça de conversation, de small talk, comment aborder les gens, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça en fait tous les jours à chaque fois que je dois aborder quelqu'un. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'étais ado, jeune adulte, enfin que je commençais ma vie d'adulte à 20, 21, 22, voilà, c'était vraiment un sujet. Et je me souviens que voilà, j'étais dans une école d'art. Et régulièrement, je devais emprunter du matériel à une fille qui gardait tout le matériel, donc les caméras, le matériel informatique pour faire de l'art, etc. Et à chaque fois que je devais aller la voir, à chaque fois que je devais aller lui parler, j'étais dans ma tête, ok, comment je l'aborde? Ok, est-ce que j'arrive de devant, de derrière? Je fais comment, etc. Enfin, c'était horrible. C'était vraiment horrible et je sais que beaucoup d'autistes vivent ça et le cachent parce que c'est un peu la honte aussi de autant galérer pour un truc qui est censé être vraiment simple. Voilà, donc si j'avais un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est que créez-vous des templates de discussion. Par exemple, voilà, vous prenez, voilà, par exemple, j'ai un iPad, là, ouais, j'ai un iPad devant moi, et en fait, moi, si je devais démarrer de zéro, ou si je devais donner un conseil au moi de l'époque, je lui dis, bah voilà, prends
un document en notes sur ta tablette, sur un papier, un crayon, sur ton ordinateur, ton téléphone, j'en sais rien, et juste écrire un template de comment aborder quelqu'un. Donc ça veut dire quoi un template? Ça veut dire vous notez tout ce que vous devez faire dans l'ordre. Donc premièrement, je vais saluer la personne, je lui parle sur ce ton-là, je me place à tel ou tel endroit. Ensuite, je lui formule clairement ce que j'ai envie d'obtenir de la personne. Ensuite, je la remercie, etc. Voilà, juste faire le déroulé comme ça Alors évidemment, je sais que c'est compliqué parce que en fonction du contexte, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, c'est à chaque fois différent. Mais vraiment, si vous avez du mal avec ça, juste l'écrire à l'avance et le relire un peu de temps en temps pour bien se le mettre à l'esprit, ça forme énormément. Ça forme énormément, il ne faut pas avoir honte de le faire. Et franchement, les amis, n'ayez pas honte de votre handicap. Vous avez le droit de galérer, voilà, n'ayez pas honte de ça, franchement, je vous le dis, plus vous allez avoir honte et plus vous allez retarder aussi l'amélioration de, voilà, enfin j'allais dire votre guérison, mais c'est absolument pas le mot qu'il faut utiliser, plus vous allez améliorer votre confort dans la vie de tous les jours, voilà, c'est ça, les bons termes. Bref, alors ensuite, autre truc que j'avais un peu honte aussi, alors j'en avais plus ou moins honte parce que ça dépend un petit peu des moments aussi de ma vie, mais en fait quand j'étais ado, je trouvais vraiment mes pères, je vais dire un mot très violent, mais je les trouvais vraiment stupides en fait. Voilà, je les trouvais stupides parce que, alors je tiens à dire que j'avais absolument pas raison de penser ça. Voilà, et encore une fois, quand j'étais ado, j'étais très auto-centrée et assez méchante en vrai, quand j'y pense avec le recul. Mais c'est vrai que la raison à ça, c'est que quand on est ado, généralement, on commence vraiment à rentrer dans les jeux purement sociaux. Et en fait, comme moi j'étais autiste et que je comprenais rien aux codes sociaux de manière générale, que je m'intéressais plus à mes intérêts spécifiques, c'est-à-dire aux chevaux, à l'époque c'est beaucoup Michael Jackson, je m'intéressais aussi beaucoup aux matières qu'on apprenait à l'école, donc je passais beaucoup de temps dans mes livres, etc. etc. Voilà, et je m'intéressais pas du tout à ce qui intéresse normalement un jeune de mon âge à l'époque, c'est-à-dire les premiers amours, les garçons, le shopping, le gossip, enfin tout ça, ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Et en fait, du coup, comment dire que j'étais en décalage total avec les gens de mon âge, quoi, total décalage. Et je trouvais ça tellement futile, tous ces jeux sociaux, tous ces faux semblants qu'il y avait voilà, quand on est adolescent et tout ça. Et du coup, j'ai choisi la voie de la facilité, c'est-à-dire dire que mes camarades étaient stupides. Voilà. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand on est autiste, ça peut nous arriver beaucoup plus souvent qu'on ne veut l'admettre aussi, parce que, voilà, il y a beaucoup d'autistes qui fonctionnent sur un plan purement logique, et en fait, tout ce qui est social et qui est un petit peu, voilà, un peu dans l'improvisation, c'est pas forcément logique, mais c'est des jeux sociaux, enfin bref, on peut trouver ça vraiment complètement, on se dit, mais pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi c'est tellement, c'est pas logique, ça correspond pas à quelque chose qui répond par A plus B, enfin c'est bizarre, voilà. Et on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que quand on est autiste, ça peut vraiment créer beaucoup de frustration, ça peut créer de la colère, ça peut créer de l'incompréhension totale et du coup des émotions qui sont très négatives et qui sont parfois très difficiles à porter. Et ça, c'est un truc forcément que bon, alors parfois j'étais très cash et je disais mais je comprends pas, vous êtes trop con, voilà. Enfin, il y avait des moments où j'étais assez violente aussi. Et où ça pouvait vraiment poser problème parce que j'étais trop cash. Puis il y avait aussi des fois où je dissimulais aussi beaucoup de choses, mais je pensais pas moins. Voilà, donc bref. Moi vraiment, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est vraiment prenez-en conscience. Prenez conscience du fait que vous êtes différent et qu'en fait, pour les gens qui vous regardent de l'extérieur, c'est vous qui êtes bizarre en fait. Voilà. Donc en fait, il faut un maximum essayer de prendre du recul par rapport à ça, prendre conscience aussi de ce truc que voilà, quand on se reconnaît pas dans les autres, on aura tendance à juger, à dire mais c'est bizarre, etc. Et plus on va faire ce travail de prise de recul, de prise de conscience sur soi-même, plus on va aussi réussir à se détacher et à aussi accepter les autres dans un fonctionnement qui est différent du nôtre. Et je sais que c'est un travail qui est long à faire. Moi, j'ai mis des années avant d'accepter que je fonctionnais pas comme les autres et que les autres ont le droit de fonctionner comme ils fonctionnent et que même si moi je comprends pas, ça veut pas dire aussi que c'est stupide, etc. Et vraiment, deuxième conseil, moi qui m'a vraiment le plus aidé, je pense, c'est vraiment d'essayer de comprendre les neurotypiques. Encore une fois, on dit toujours oui, il faut essayer de comprendre les autistes, il faut comprendre leur fonctionnement, et ce qui est vrai, les neurotypiques gagneraient beaucoup à comprendre comment fonctionnent les autistes, bien entendu, mais c'est vrai pour nous aussi, nous on s'enrichit aussi beaucoup à comprendre
comment fonctionnent les neurotypiques, comment fonctionnent leurs jeux sociaux, qu'est-ce qui les motive à faire tel ou tel truc social bizarre, etc. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de comprendre en fait comment ils fonctionnent et du coup de pouvoir aussi parfois participer à ces jeux à mon tour. Et au final, je me suis rendu compte que c'était parfois fun, beaucoup plus que ce que je pouvais penser. Donc voilà, voilà pour mes petits conseils. Alors ensuite, autre truc, on finira la vidéo avec ça, et ça c'est un truc qui me touche encore aujourd'hui, c'est d'avoir honte de ces crises en fait, et d'avoir l'impression d'être un fardeau pour son entourage, parce que émotionnellement on peut très vite partir au quart de tour, parce que les crises peuvent être hyper impressionnantes, et voilà, moi ça m'est arrivé assez souvent de faire des crises devant des proches qui se retrouvent hyper gênés en fait, parce que c'est très gênant quand tu sais pas réagir à une personne qui part complètement en vrille, et voilà, et moi quand j'étais ado et que je faisais beaucoup de crises avec mes amis, c'était vraiment la honte en fait d'être d'être un genre de fardeau, d'être la fille difficile à gérer, voilà. Et j'avais une amie une fois qui m'a dit bah oui, toi t'es le genre difficile à gérer, et en fait quand elle m'a dit ça, vraiment ça m'a serré le cœur. Je me suis dit mais c'est pas vrai, je suis une fille difficile à gérer, etc. Enfin bref enfin bref pour cette histoire là, franchement c'est pareil, hein. Là il n'y a pas vraiment de conseil magique à vous donner. J'aimerais bien vous donner un conseil là, qui pourrait guérir tous vos maux par rapport à ça, etc. etc. Mais bon, je vais essayer de vous partager un peu moi ce que je fais, ce que j'ai réussi à faire pour aider à ce que ce soit moins difficile à vivre pour moi. Mais vraiment, j'ai essayé de trouver aussi, d'avoir le réflexe, si je sens une crise monter, de trouver des moments pour être intime, c'est-à-dire être entre moi-même et moi-même. Donc typiquement, si je suis dans une salle avec beaucoup de gens et que je sens que ça commence à aller pas très bien, je me mets sur le côté, j'ai pas honte de me mettre un peu de côté, voilà, je respire, éventuellement je lâche ma crise s'il y a une crise qui doit sortir, mais j'essaie un maximum de pas exploser en public, parce que je pense que au bout d'un moment, on a beau faire des beaux discours, faire une crise en public, ça peut rester embarrassant, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a beau avoir tous les meilleurs conseils du monde pour essayer de gérer un petit peu le regard des autres, etc. Il n'y a pas de pétard. Bon, faire une crise devant tout le monde, montrer sa vulnérabilité devant tout le monde, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident à porter. Donc au maximum, dès que je sens les premiers signes, je me mets sur le côté, je respire, je me mets dans ma bulle, et il n'y a pas à avoir honte de ça. Il vaut mieux ça que de complètement péter un câble et d'en s'en souvenir des années encore plus tard. Voilà, donc ça c'est peut-être le premier truc. Et évidemment, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est pas d'éviter de vous excuser à foison devant les gens. Voilà, moi ça c'est un truc que je faisais beaucoup trop. Je passais mon temps à m'excuser, et en plus je m'excusais par mail, c'est-à-dire que j'écrivais des pavés aux gens hyper gênants où je disais oh, je suis vraiment désolée le jour pour ce qui s'est passé, j'ai pété un câble, oui mais moi je fonctionne comme ça, du coup il se passe ça, et je me sentais obligée de détailler comme ça, alors que les gens en face ils s'en foutent complètement de vos pavés, en fait faut le dire, hein, voilà, faut le dire. Et au maximum, si vous pouvez éviter de parler à l'écrit, je sais que quand on est autiste on préfère parler par écrit, mais je me suis rendu compte que parler à l'oral en fait ça m'évitait d'être gênante par écrit, parce que par écrit j'avais tendance à mettre vraiment trop de détails en fait, vraiment trop de détails, et ça c'est ce qui, voilà, les gens ils vont s'en rappeler, et c'est là qu'ils vont se rendre compte que vous êtes vraiment quelqu'un de complètement décalé. Voilà, et je sais que normalement on est censé accepter les autistes tels qu'ils sont, etc. Blablabla. Encore une fois, moi je vous dis moi mon vrai vécu dans la vraie vie. Voilà, et franchement je vous le dis, à chaque fois que je me suis exprimée à l'oral plutôt que par écrit, finalement ça s'est mieux passé, parce que voilà, j'ai tendance à beaucoup trop m'étaler par écrit, et à l'oral, voilà, c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus direct avec la personne. Mais encore une fois, c'est individuel, et si pour vous c'est différent, si vous préférez communiquer par écrit, faites-le les amis. Je suis personne pour vous dire ce que vous êtes censé faire, mais voilà. Les amis, voilà. Juste avant de terminer la vidéo quand même, j'avais précisé que le mieux c'est de pas s'excuser à foison, voilà. Pourquoi Pourquoi est-ce que je voulais vous donner ce conseil? Tout simplement parce que quand vous vous excusez à foison, ça sous-entend que vous n'êtes pas ok en fait. Vous êtes quelqu'un d'anormal, ce que vous avez fait c'est pas correct, c'est anormal, c'est trop, c'est pas censé, pas du tout, comment dire, approprié à la situation, etc. Et il y a un moment, s'excuser, oui, vous pouvez vous dire désolé, j'ai complètement, voilà, j'ai été super gênante l'autre jour, voilà. Mais si vous vous excusez à foison, ça va à la fois intégrer dans votre cerveau que vous êtes quelqu'un d'anormal et que vous devriez pas être comme ça, mais ça va aussi l'intégrer dans la tête de la personne en face. Donc excusez-vous simplement, mais ne rentrez pas dans des excuses. Voilà. Et c'est vrai pour tout dans la vie. Souvent quand on s'excuse trop, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas valide tel qu'on est, et donc voilà, c'est aussi une piste sur laquelle on peut travailler dans sa vie de tous les jours.
Écoutez les amis, c'était tout pour cette vidéo qui était assez lourde finalement. Là je me rends compte que ça monte à pas mal de souvenirs un peu difficiles aussi de mon côté. Mais voilà, c'est quand même important de parler de ça. Encore une fois, si tu veux plus de conseils un peu comme ça dans ce genre-là, n'hésite pas à nous rejoindre sur la newsletter et dans le groupe Facebook aussi, qui est dans le deuxième lien de la description. Allez voir ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.